Gustave était absent depuis 2 jours pour cause de marché de brocante du côté d'Albi. Il était de retour ce matin. Il m'a raconté en coup de vent sa journée d'hier en me rappelant une discussion que nous avons eue récemment relative à l'argent des vendeurs itinérants aux banques en ligne, etc. Vous vous souvenez quand il m'expliquait que les vendeurs sur les marchés qui mettaient du cash à la banque régulièrement ne pouvaient pas le faire dans une banque sans guichet, sans avoir un compte bancaire normal pour virer de l'argent sur le compte virtuel. Alors là, il me raconte, figure-toi que vers 12h de l'après-midi, hier, j'ai dû dépanner 2 personnes en payant leur péage au nord de Montauban parce qu'elles avaient une carte bancaire BNP qui ne passait pas. Et l'une d'entre elles n'avait pas du tout le liquide. Et la première voiture, donc j'ai payé pour elle avec ma carte. Et l'autre, c'était un collègue avec qui j'étais parti, qui se trouvait derrière moi. Je l'ai prévenu par portable que les cartes BNP ne passaient plus en France et en Belgique. J'avais vu ça sur Internet. Du coup, il m'a dit, attends-moi avec du liquide au péage, parce que sa femme était restée derrière avec la recette de la journée. Et là, tu as une parfaite, me dit-il, illustration de ce qui nous attend s'ils arrivent à nous priver d'argent liquide. Ça sera l'apocalypse. Déjà, je remarque un truc, me dit-il, hier quand j'attendais, pendant l'arrêt de toutes les transactions BNP s'est produit, tout le monde était à la caisse et a pu signaler la chose sur Twitter ou sur Facebook. Du coup, l'information est passée partout sur les sites d'actualité. Mais ce matin, les choses n'étaient pas revenues dans l'ordre et pourtant, rien, aucune information nulle part. Tu regardes les unes de Google et de Twitter, rien. Tu as quand même un peu l'impression qu'on te manipule. Là, tu as un truc d'importance nationale et même continentale qui affecte la vie de milliers de gens, si c'est pas des millions. Rien dans la presse, tout le monde regarde ailleurs, la presse en parle tellement peu que tu finirais par douter de ce que tu as vu de tes propres yeux. Tu sais, ça me rappelle, me dit-il, un événement bien oublié, mais un peu semblable, oublié dès le lendemain, le siège du Crédit Lyonnais en 1996, qui a brûlé. Tu as là une banque qui était mouillée jusqu'au cou dans des trucs pas propres, et hop, elle brûle en une nuit au centre de Paris, et on n'ouvre pas d'enquête avant 2 ans. Et 2 ans après, tous les experts concluent que c'était criminel, et pire, 2 ans après encore, le reste des archives de la banque qui se trouvait dans un hangar au Havre brûle aussi, alors que l'ex-PDG était en examen et qu'on pouvait aussi, paraît-il, trouver dans les archives de quoi l'envoyer en prison. Et puis il paraît qu'il y avait pas que ça, il y avait d'autres archives d'autres banques dans ces hangars, des dossiers sur le comportement d'autres banques sous le régime de Vichy. Peut-être avec les avoirs de gens disparus, on ne sait pas. Et je te raconte pas, me dit-il, les menus détails comme le vol d'autres archives encore qui se trouvaient chez l'avocat de la banque juste au moment, c'est bizarre, où la justice voulait les consulter. Alors quoi, lui ai-je dit, tu vas quand même pas me dire qu'on peut organiser tout ça, une journée de panne informatique pour des raisons de ce genre. Il me répond, on peut tout imaginer. Mais je te fais observer que si on peut tout imaginer, c'est parce que personne ne dit rien de ce qui s'est passé vraiment, à part les victimes, nous, et ta chronique de Campagnol éventuellement, et encore les victimes le jour d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, se rendent bien compte que c'est le mutisme organisé. On ne voit que les cartes et les paiements en ligne, mais les agences, c'était pareil. Visiblement, on ne peut pas retirer d'argent au guichet non plus depuis hier, ni faire des virements, ni modifier les plafonds de retrait. Les gens ne voient que leur péage et leur petite course au supermarché, mais qui sait, cette journée de blocage a peut-être enrayer des choses plus vastes, des opérations financières indésirables, ou masquer des opérations financières désirées au contraire. Et quand tu regardes le cours de bourse, l'action BNP a plongé d'un coup à 16h50 hier. Sur quelle nouvelle? Mystère. Alors là, je t'arrête, j'ai dit en tapant sur son épaule, comme on fait quand on va quitter les gens sur une conclusion de café-théâtre, là c'est du pur complotisme. Il me répond, ce matin, j'ai regardé un peu, apparemment chez BNP, ils ont des ennuis du même genre assez souvent, déjà en juin 2017. Ça bloque tout comme ça pendant une demi-journée. En plus, quand tu regardes, ils se sont pas tellement bien placés. Quand on interroge la presse sur l'exposition des banques françaises aux risques extérieurs, ils ont des soucis à se faire. Ils sont très engagés en Turquie, et la Turquie plonge, en Italie, et l'Italie plonge. Quand tu regardes, tu apprends qu'ils sont lourdement plombés par leurs clients individuels. Quand tu vas voir le cours de l'action BNP pendant la journée où tout est bloqué, il ne baisse pas, il gagne 1 point. Et puis il plonge d'un coup. C'est quand même bizarre tout ça. Alors je lui dis, alors quoi? Qu'est-ce que tu en conclus? Il me dit, j'en conclus rien. Il s'en va. Il me dit, vedremo, on verra. Mais il m'a quand même troublé. Vous aussi sans doute, hein, c'était le but. Abonnez-vous, merci. Ça remonte à la veille de Noël. Vous savez comment ça se passe? Vous êtes invité pour le dîner, en l'occurrence chez votre mère, chez ma mère, et à Paris, et vous prenez vos précautions. Et du coup, vous arrivez beaucoup trop tôt de votre banlieue lointaine, aucun embouteillage. Vous vous dites, tant pis, le temps que je trouve une place pour la voiture, le coup de 8 heures arrivera bien assez vite. Mais en fait, pour une fois, vous trouvez une place tout de suite. Il est 7 heures et ça vous laisse donc 1 heure à tuer. Et là, vous vous dites, bon, tant pis, je vais aller écrire quelques vœux par courrier électronique au café sur mon petit ordinateur et puis je vais envoyer mon campagnol.
Mais c'est le soir de Noël. Alors ce soir-là, les cafés sont fermés. Soit ils ne servent plus, parce qu'à partir de 7h30, le personnel réveillonne ailleurs. Alors vous remontez l'avenue de Vaugirard en l'occurrence. Hein, je peux bien la citer, elle est tellement longue qu'on ne verra pas de quel café je veux parler. Et vous tombez sur un petit établissement ouvert. Là, vous jetez un œil par la fenêtre de la terrasse à travers le givre destiné à la bombe. Et non seulement ils n'ont pas l'air de fermer, mais le serveur chinois porte un petit chapeau rouge et blanc de Père Noël. Alors vous entrez avec votre chien, c'est un café tabac loto, hein, une dizaine de personnes, souvent des vieux, mais pas des vieux en cravate, hein, qui vont dîner quelque part et qui portent leur petit ordinateur comme moi, non, des vieux qui ont le nez dans leur verre de vin blanc et puis un gros par-dessus, et qui visiblement ne sont attendus nulle part pour fêter Noël. Je vois aussi un type assis qui regarde mon chien avec amitié, je commande un Sauvignon comme mes voisins, et discrètement, je commence à taper ce qui accompagne ces petits sujets quotidiens, là, le titre, le texte de présentation, en écoutant la conversation entre le barman, la fille qui tient le tabac au fond et un autre Chinois d'une quarantaine d'années. C'est assez chaleureux, c'est même tellement juste, tellement dans le ton de la soirée, que je m'arrête un instant pour écouter davantage tout ça en me disant quand même ces Chinois sont un peu des génies. D'abord, ce sont quand même des Chinois nés ici, hein, vu la façon dont ils parlent aux vieux à propos du loto, des gilets jaunes, de la dinde, du petit Jésus. Le barman me demande si je veux de l'eau pour mon chien. Le monsieur assis le long du mur me regarde avec amitié, il doit aimer les chiens. Et arrivent 2 ou 3 autres personnes, une dame assez obèse, un jeune couple. Visiblement, tout le monde a été chassé jusqu'ici par la fermeture de tous les autres cafés. Le barman, avec son petit chapeau rouge, brandit une petite tête de reine en plastique, grosse comme ça, histoire de montrer qu'il conduit l'attelage du Père Noël. Entre deux pitreries, comme ça, il sert des bières et des cafés. Il plaisante avec sa copine qui sert les lotos. Et au bout de 3 minutes, vous vous dites, c'est quand même curieux, je retrouve tous les ingrédients de la vie de café parisienne d'il y a 30 ans. Sauf que là, le patron n'a pas une grosse moustache et des bretelles, il a la tête de Bruce Lee. Alors, je sais qu'on va me dire, et alors rien, je constate, hein, comme je constate que les Chinois, leurs amis financiers, leurs réseaux, leurs oncles de Shanghai, ou quiconque encore que j'ignore, achètent et gèrent de plus en plus de cafés-tabac dans Paris et la Grande Couronne. Les réseaux financiers, les raisons de cette mainmise, tout ça n'est absolument pas mon sujet aujourd'hui. Je le déplore pas, en tout cas pas pour l'instant, pas ici. Au contraire, mon sujet, c'est le talent dont font preuve ces gens dans l'assimilation. C'est tout juste s'ils n'ont pas l'accent parisien et la cigarette sur l'oreille. Si vous faites une allusion à un sketch de Coluche, ils le connaissent par cœur. Ils servent la bière ou le café avec tous les gestes, tous les rituels des Aveyronnais d'il y a 30 ans. Ils retournent la soucoupe, ils jonglent avec les sous-bocs en carton, ils plaisantent sur eux-mêmes. Le barman, qui a un ton légèrement efféminé et à qui on demande s'il va se marier dans l'année, répond « Je crois que je vais attendre une année supplémentaire ». Un vieux qui le tutoie lui dit tu veux être sûr que c'est la bonne? Et il répond ah non, pas question d'épouser la bonne. La fille du loto qui a visiblement l'air sortie de l'avion de Shanghai dit de toute façon la bonne ici c'est moi. L'autre répond raison de plus. Alors là merci bien. Et tout le monde rit. Et quand les vieux s'en vont, on leur dit bonne fête, joyeux Noël. C'est déjà un peu tard. On voit bien que pour eux ce sera pas tellement joyeux. Et finalement il y a un monsieur, celui qui était assis près du mur, qui se lève et qui me parle de mon chien. Je replie mon ordinateur. Il est presque l'heure du dîner. Ça va passer très vite. Alors le monsieur qui s'est levé là, qui se reconnaîtra d'ailleurs, et que je salue, et auquel j'aurais dû demander son prénom, me demande si c'est moi le monsieur qui fait Campagnol. Et là, ça tournait vraiment au conte de Noël, mais c'est l'exacte vérité. Nous avons échangé quelques mots, j'ai trouvé que ces Chinois qui adoptent tous nos codes là, contrairement à tant d'autres, étaient une source d'optimisme. Et la coïncidence finale, ce type qui faisait partie des habitués de ma chronique et qui m'a serré la main en partant a couronné le tout. J'ai eu l'impression qu'il me disait « meilleurs vœux en votre nom » et je vous en remercie donc. C'est sur TVL, c'est sur YouTube, et sur YouTube, on peut s'abonner. Merci. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé du camp militaire voisin de Campagnol, et notamment de son café, car il y a une règle, c'est qu'on ne parle pas de la sécurité de l'État, ni des opérations extérieures, ni du maintien de l'ordre au café de Campagnol. Je veux dire qu'on n'en parle pas à des civils. Mais le café de chez eux, là-bas, celui qui est proche du camp militaire et qui est dans une vieille maison toute grise avec une treille énorme et un ventilateur, est assez vaste et bruyant pour qu'il y ait toujours 2 ou 3 militaires de dos en train de partager une bière au comptoir ou devant la cheminée. Et si on a l'oreille fine, on peut glaner des propos intéressants. Et ce jour-là, je m'étais fait oublier facilement parce que je lisais le journal à moitié caché derrière eux, près de la porte, et 2 types avec un peu de bouteille et une certaine formation, visiblement, dont l'un était en battle dress d'ailleurs, discutaient de la rumeur démentie par Libération selon laquelle
des gens de l'European Force, c'est-à-dire de la force commune de maintien de l'ordre, une sorte de super gendarmerie montée par l'Europe il y a une dizaine d'années, s'était illustré sur ce qu'il faut bien appeler le champ de bataille de Paris. Donc le premier type, là, celui qui n'était pas en uniforme, a dit à l'autre à mi-voix, tout le monde a compris que c'était du pipeau, cette affaire d'intervention de l'European Force à Paris, mais c'est pas du pipeau, qu'il y a vraiment des gus qui s'entraînent pour faire ça un jour, et chez nous aussi. Alors je savais pas moi de quel nous il parlait, mais à première vue c'était l'armée elle-même. Et là, le truc intéressant est sorti sans que l'autre pose la question. Tu vas me dire, dit-il, pourquoi il mettrait des gus néerlandais? Pourquoi Macron ferait appel ouvertement à une force étrangère? Ça lui permet deux choses. Un, il fait son cacou à propos de l'idée européenne et de la solidarité entre les nations. Il prend justement Airbus pour exemple, l'exemple de Toulouse. Il dit que c'est un tout. Quand vous déplacez des pièces d'avion, on peut considérer que la sécurisation de l'approvisionnement dépend de l'ordre public. Et donc, pour maintenir la sécurité des approvisionnements, tu fais appel à une force franco-belge, par exemple, ou belgo-espagnole, pour dégager les ronds-points, ce qui paraît normal. À quoi l'autre, le type en uniforme, a répondu amusé, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils envoient des Allemands. Oui, d'autant plus, a dit l'autre, que les Allemands n'en font pas partie de cette force. Il y a l'Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal. Et ces gus surentraînés sont déjà opérationnels en ce moment en Bosnie, par exemple. C'est pas très loin. Mais de la part de Macron, c'est la grosse ruse, parce que derrière le maintien de l'ordre pour laisser passer les pièces d'Airbus, soi-disant, il va te dire que l'ordre en France affectent les autres pays de l'Union, leurs fournitures, leur commerce, comme à Rungis par exemple, puisqu'il paraît que la moitié du continent dépend plus ou moins de Rungis pour la bouffe. Et donc, il posait la question là à son collègue, comme s'ils étaient maîtres et élèves. D'ailleurs, en fait, il est possible que c'était le cas. Donc, répond-il à la place de l'élève, il peut nous dire que c'est inadmissible, que le mouvement des Gilets jaunes prend en otage toute l'Europe, du coup, et que donc toute l'Europe est fondée à se défendre et à envoyer des troupes. Donc, par la même occasion, je ne sais pas si tu vois le schéma Wislar, comme il est grillé en France, il peut faire croire qu'il est le sauveur de l'ordre public en Europe, d'autant que l'OTAN ne va pas dire non. Et donc, l'autre militaire a risqué une réponse qui était en fait une question. Tu vas pas me dire quand même qu'il va faire donner l'armée sur un sketch à l'ukrainienne où le Parlement français s'adresserait à l'OTAN et à l'Union pour dire « nous avons besoin de vous ». Non, a répondu l'autre en riant. Pour l'instant, non, pour un scénario à l'ukrainienne, il faudrait qu'on arrive déjà à montrer que Poutine finance les gilets jaunes. Remarque, ils ont un peu essayé, hein, mais les choses sont allées trop vite, ils n'ont pas eu le temps de monter le dossier. Non, sérieusement, ce qui est assez inquiétant, c'est que Macron ne voudra jamais avouer qu'il est grillé en France. Il va vouloir se refaire la cerise en Europe. Il a essayé politiquement en faisant son Macron Magic Tour en Pologne, là, ça a foiré. Maintenant, il va tenter le coup sur le plan sécurité, gendarmerie, mais, a dit l'autre, ça débouche quand même pas sur du militaire. Mais si, dans un seul cas, si tu fais jouer la menace terroriste. Je veux dire, si tu l'invoques, ou s'il y a carrément un attentat, ce qui est le cas de figure le plus probable. J'ai pas dit providentiel. Mais, lui dit l'autre, tu l'as pensé. Si ça se trouve, il y a déjà des rumeurs selon quoi le niveau de risque attentat est maximum, parce que le problème avec les politiques, c'est qu'ils ne trahissent pas seulement leur pays en aval, ils le font parfois en amont. Et l'autre a dit, comme aurait dit Marcel. Et là, ce brusque changement de ton trahissait qu'il s'était avisé de ma présence. J'ai donc pris un air dégagé. J'ai fait semblant de rattraper mon chien dans la salle au fond, mais j'avais entendu l'essentiel. Et du coup, vous aussi. Abonnez-vous, merci. Pour mettre livré au début janvier au petit exercice qui consiste à fouiller le passé des chroniques de Campagnol à la recherche de ce qui était prophétique, je me permets de vous renvoyer à ce numéro spécial de Campagnol que vous n'avez pas vu et qui est en fait une remise bout à bout de tout ce qui a annoncé les Gilets jaunes dès 2016. On trouve ce sujet sur ma chaîne YouTube Campagnol TVL, parenthèse fermée. Je disais donc, pour avoir fait un peu d'autosatisfaction à propos du passé, j'ai reçu des incitations de mes abonnés à prédire ce qui va se passer en 2019. Et donc, l'autre jour, j'en ai parlé à Gustave, qui, dans le genre prospective, est quand même plus doué que moi. Je lui ai dit, mes abonnés voudraient que tu leur racontes ce que ton tarot personnel te permet de prévoir pour l'année qui commence. Il me répond, c'est dur parce que tout repose en fait sur une réponse oui ou non. Et tu vas me demander une réponse à quelle question? Alors je lui dis, je te demande en effet une réponse à quelle question? Eh bien, la question est, est-ce que les gens qui restent fidèles au pouvoir ont encore quelque chose à y gagner ou non? Alors là, il est évident qu'un certain nombre d'entre eux ont compris qu'ils ne jouent pas seulement leur mise au placard pour une année ou deux, mais leur carrière, si on a pu croire qu'ils étaient associés à un système véreux qui va tomber. Et donc, quand tu regardes le comportement des gens autour de lui, du président, y compris ses conseillers de l'ombre, y compris le type qui lui écrit ses discours, ils s'en vont les uns après les autres. Bientôt, le coiffeur va se barrer aussi. Ça commence par Hulot,
qui s'est dit, vu ce que je viens d'apprendre sur le président, et comme j'ai un excellent prétexte, le prétexte écologique pour foutre le camp, je saisis l'occasion. Ensuite, c'est la débandade toutes les semaines, et maintenant, même le petit personnel se barre, et à première vue, tu peux croire que c'est lié à la crise des Gilets jaunes, et en fait, non. Les gens qui s'en vont sont d'abord et avant tout des gens qui ont peur du président, de ses actes futurs peut-être, mais à mon avis aussi de ses actes passés. Si tu veux, mon avis complètement, le rythme des défections suit en ce moment celui des révélations en interne. Ils savent tous de plus en plus ce que fabriquait le président avec Benalla, par exemple. Ne te méprends pas, je veux dire à quoi il l'employait, et on commence à le savoir de plus en plus. D'ailleurs, je le disais avant que l'affaire soit découverte, ici même, le mec, on venait de le mettre en examen, qu'il était encore à Londres pour traiter des affaires, et on le voit parler dans le train avec un fichier S. Donc, soit il est complètement taré et il manque totalement de jugement, mais c'est pas l'impression qu'il a donnée au Sénat, soit il fait ce qu'il veut parce qu'il est couvert. Et l'histoire des passeports diplomatiques me donne raison, il ne craint personne visiblement. Et je te rappelle aussi ce minable épisode, l'Élysée dit « nous n'avons plus aucune relation avec Benalla », l'autre dit « mais si, j'ai les enregistrements », et du coup l'Élysée corrige sa version « oui, je lui ai parlé une fois ou deux ». Ça ressemble aux scènes d'adultère, vous savez, quand le mari se fait coincer et qui dit « ah oui, cette fille m'était complètement sortie de l'esprit ». Donc pour résumer, me dit Gustave, et pour en revenir à ma question oui-non, est-ce que les gens qui travaillent pour lui ont l'impression qu'ils vont ruiner leur carrière s'ils continuent? Oui. Autre question, oui, non. S'ils s'en vont et s'il lui reste, est-ce qu'il va, lui, ruiner leur carrière une fois qu'ils seront dehors? Oui, parce qu'il est comme ça, il n'aime pas qu'on le quitte, c'est un malade, il peut leur nuire de loin. Et donc, et c'est là qu'on en arrive à la prédiction 2019, me dit Gustave, il va y avoir tentative pour le mettre hors d'état de nuire au sens propre. Manipuler les gilets jaunes peut servir à ça. On voit très bien que Le Monde, Mediapart sont déjà dans cette logique. Le système commence à avoir peur de lui, donc c'est là que Benalla va être utilisé, il en sait sans doute assez, pour provoquer la chute. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministre de l'Intérieur, cet imbécile, qui a menacé le Sénat au tout début, en disant aux sénateurs « je vous préviens, si vous cherchez à le destituer, vous aurez affaire à moi ». Mais personne à l'époque n'en parlait, c'est lui qui en a parlé le premier. Le fait que Benalla dise « j'ai les enregistrements de nos conversations » prouve qu'il a tout consigné de ce qui s'est passé depuis le début. Alors là, j'ai demandé mes abonnés, nos abonnés, là vont te dire, c'est pas une prédiction, ça tu donnes pas la clé. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher que Benalla saurait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on peut lui reprocher, je te l'ai dit il y a 6 mois, me dit Gustave, le président mène probablement une diplomatie personnelle qui est peut-être, va savoir, de nature à compromettre la sécurité de l'État. Si on trouve la clé, s'il fait ses coups en douce depuis son élection, comme il est immature, des coups dangereux pour la France, il est foutu. Mais le plus dangereux n'est même pas là. Le principal danger, c'est qu'il va se débattre. Il est capable de faire beaucoup de mal en s'accrochant au pouvoir. Donc résumons. Lui dis-je, tu prédis que ses amis vont utiliser Benalla pour le faire tomber parce qu'ils en ont peur. Eh ben, me dit-il, rendez-vous en 2020, cette jolie date, entre parenthèses, qui semble prévue pour un recommencement. Abonnez-vous, merci. L'autre jour, au bar, on parlait de sexisme à propos du radar du coin, figurez-vous, ce qui paraît bizarre à première vue, mais je vous explique, il se trouve que nous avons un radar routier à 8 km d'ici, un radar toujours emmailloté depuis 18 mois, d'abord avec des sacs poubelles, ensuite avec des sacs poubelles peints en jaune fluo à la bombe, et puis récemment, une nuit, ce qu'on appelle en campagne avec tendresse des petits malins, ont enfilé sur le radar un slip rouge et un soutien-gorge de la même couleur, et une idiote est allée porter plainte à la gendarmerie pour injure sexiste, plainte qui n'a pas été reçue évidemment parce qu'elle émanait déjà d'une femme connue pour son déséquilibre mental. La preuve, c'est que cet imbécile s'y est rendu alors qu'elle n'avait plus de permis. Elle a donc écopé d'une amende qu'elle ne paiera probablement pas puisqu'elle est au RSA. Donc la discussion ce matin-là au café a porté sur les accusations de sexisme qui étaient devenues une arme pour les esprits faibles, un peu comme le harcèlement ou les attouchements, ou encore mieux le harcèlement psychologique, des trucs invérifiables dont on peut accuser n'importe qui. Et Gustave n'a pas eu le temps de s'attarder. Il nous a résumé la situation. Il a dit d'un côté, t'as les frustrés qui disent celles et ceux, les malades mentaux là qui mettent des parenthèses avec un genre féminin partout, même sur la galette des rois, qu'ils appellent désormais galette des rois-reines.
alors que j'aimerais bien qu'on me montre dans l'Évangile une reine mage, mais bon. Et donc d'un côté, tu as tous ces cinglés, et de l'autre, tu as des magistrateux, complètement tarés, IES, et entre les deux, des avocats de 25 ans qui veulent passer à la télé et qui sont en quelque sorte le bec verseur entre ces deux réservoirs de sottises. Sur quoi il est parti, et je me suis promis de traiter le sujet un jour, mais nous sommes revenus sur les radars, et nous sommes d'abord convenus que personne du coin n'avait une raison personnelle d'en vouloir au radar, puisqu'on savait tous qu'il était là. Mais que si les gens l'emmaillotaient systématiquement comme ça, c'était pour protéger l'automobiliste parisien qui ne savait pas lui et qui se faisait avoir à chaque fois. Car c'était un radar qui était fait pour piéger et pas pour limiter la vitesse. Donc on avait pitié des gens comme s'ils étaient victimes d'une arnaque délibérée, d'un vol de la part de l'État. Et quand on voit quelqu'un se faire voler, on réagit. Ensuite, nous avons un peu réfléchi, comme on le fait au café, en commençant nos phrases par « écoute, je vais te dire », sur le point de savoir si les chiffres de la sécurité routière étaient devenus épouvantables depuis que tous les radars du coin étaient détruits. J'invite nos abonnés à regarder d'ailleurs ce que va publier la sécurité routière à ce sujet, mais il est possible qu'elle soit déjà embarrassée par le fait qu'il n'y a aucun changement, ou même que les chiffres sont meilleurs, c'est possible. Il est vrai qu'il lui reste la ressource de les maquiller. On va me dire, mais quelle honte, vous accusez un organisme d'État de tricher sur les chiffres. Non, je l'accuse pas, je dis seulement que 80% des Français sont convaincus que c'est possible. Donc un organisme d'État qui inspire aussi peu de confiance, que tout le monde soupçonne d'être à la botte d'un ministère, est un organisme qui devrait être réformé de fond en comble. Ensuite, on a dit au bar, ils essaient de te culpabiliser en disant que ça coûte cher aux contribuables de réparer les radars, mais ils n'ont qu'à pas les réparer. Et d'une. Ensuite, ça coûte peut-être aux contribuables de faire réparer les radars, mais ça coûte 30 fois plus cher aux contribuables de payer les amendes que lui envoient les radars. Et là, on est carrément dans un sketch de Coluche. Alors, il y a un type qui a dit, mais moi, j'ai pas de voiture, alors je paye pour réparer les radars que tu as cassés. Mais je n'ai rien cassé, a répondu l'autre. Et un troisième a dit, c'est bien vrai que tu casses rien, etc. Là, pas de doute, c'était bien un matin typique à Campagnol, avec son humour, son défilé de livreurs qu'on n'avait jamais vu, et qui prenait un café vite fait. Et parmi eux, il y avait un d'une entreprise dans le genre UPS ou DPD, qui est une nouvelle entreprise anglaise, apparemment nouvellement implantée en France, qui fait beaucoup rire au comptoir, parce qu'un type d'ici travaille pour eux, et qui dit tout le temps, je travaille pour DPD. Enfin bon. Eh bien, le livreur de passage nous a assuré qu'il était moins dangereux de n'avoir pas le souci du radar. Il dit, depuis qu'ils sont tous cassés, je ne roule pas plus vite, mais je roule plus en sécurité. Je n'ai pas l'œil toujours sur le bas-côté ou le compteur. Je regarde ma route, je mesure mes distances avant les virages, bien mieux qu'avant. Je reviens à la conduite d'autrefois, où tu voyais loin, tu sentais très bien ton rapport entre charge, trajectoire, vitesse, ton freinage, tout ça. En fait, avec leur connerie, là, ils ont réussi à rendre la conduite abstraite entre le régulateur, les capteurs, les machins. Moi, je connais pas mal de routiers qui regardent des séries télé sur leur portable, puisqu'on les oblige à faire un autre métier que le leur. Ils font comme s'ils étaient dans le train. Un jour, a dit l'un des présents au café, ils vont te mettre une caméra dans la cabine et tu pourras plus regarder les films sur ton portable. Un jour, a répondu le chauffeur, toutes leurs règles vont sauter. C'est pas eux qui gagneront, c'est nous. Il y a quand même bien des gens qui décident de les mettre, ces caméras. Il a montré là le gilet jaune qu'il avait sous son anorak et il a dit, ils les mettent parce qu'il y a des lois qui leur donnent le pouvoir de le faire, et bien on va retrouver ceux qui les votent et on va les remplacer. Et quelqu'un a dit, t'inquiète pas, il le sait, l'autre, il va pas dissoudre. Et le chauffeur, malheureusement, était déjà parti, il l'a pas entendu. Mais peut-être que vous l'avez entendu et compris. Abonnez-vous, merci.